Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons démarrer cette session exceptionnelle du congrès du CNCH en accueillant le ministre de la Santé et de Prévention, François Bonne, le docteur François Braun, et qui va être accueilli immédiatement par le président du CNCH, Franck Albert. Merci de votre attention. Monsieur le ministre, chers collègues, nous sommes donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui au collège du CNCH, qui est un événement majeur de notre communauté, collège de la Société française de cardiologie. J'ai été PH pendant 2 ans à Metz chez mon ami Califé, donc je connais bien votre bel hôpital, pour ensuite me rapprocher à Chartres, proche de la région parisienne. Votre présence avec nous ici et maintenant témoigne de l'attention particulière et réconfortante que vous portez à l'hôpital public, à la cardiologie hospitalière en particulier des hôpitaux, des établissements privés non lucratifs et des hôpitaux militaires. À celles et ceux qui y exercent et qui ont en leur foi, en leur futur, soyez-en remerciés au nom de notre communauté. Nous considérons que vous êtes des nôtres, tant les liens qui nous unissent avec les urgentistes que vous avez longtemps représentés sont forts. Vous êtes donc ici, chez vous, avec nous. Notre congrès 2022 est important et même essentiel pour les hospitaliers. 800 participants cette année. Le CNCH que j'ai l'honneur de présider date de 1985 et constitue le premier réseau par sa force numérique, sa présence sur l'ensemble du territoire avec le maillage territorial que vous connaissez, 450 services de cardiologie, 1500 cardiologues sur les 6500 au total, alors que nous réalisons 50% de l'activité hospitalière. Premier acteur pour le syndrome coronarien aigu, premier acteur pour l'insuffisance cardiaque, premier acteur pour les urgences cardiologiques qui sont assurées à 90% par l'hôpital public, CH et CHU. Vous connaissez donc les combats des hospitaliers, leurs espoirs, leurs attentes. Aussi, nous avons décidé en 2022 une très grande entreprise de mise à plat de nos analyses et de nos réflexions pour l'action du futur. Nous avons rédigé un document assez complet. Pourquoi ? Parce que la situation actuelle que nous traversons est sérieuse et grave dans de nombreux territoires, avec de multiples crises qui émaillent notre exercice médical, qu'il nous faut donc comprendre, révéler, mesurer pour y faire face. Tout ceci aggravé par la pandémie Covid que vous connaissez bien. Nous avons aussi des crises plus lentes, plus sournoises, plus sérieuse et sans doute très profonde, celle de la trop faible démographie médicale et soignante, de l'inégalité d'accès aux soins des patients avec des délais qui sont parfois de 1 an pour avoir accès à un cardiologue hospitalier dans certains territoires, qui peuvent entraîner, vous l'imaginez bien, une réelle perte de chance pour nos patients cardiologiques. D'un manque d'attractivité pour l'hôpital, avec des jeunes professionnels qui, après 13 ans d'études, quittent souvent l'hôpital compte tenu de la contrainte de la permanence de soins et d'un manque de reconnaissance économique. Il nous faut donc comprendre ce qui nous arrive pour envisager le futur. Penser le présent pour penser au futur. Et que pour paraphraser Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Monsieur le ministre, nous avons des difficultés, mais aussi des forces et des opportunités réelles, comme le montre ce travail de 250 pages qu'on va vous remettre, réalisé par 100 cardiologues et soignants pendant 1 an, ce qui montre la vitalité, l'ambition aussi pour sauver l'hôpital. Il nous faut développer l'ambulatoire, créer un choc d'attractivité pour l'hôpital, pour garder nos jeunes après leurs 13 ans d'études, en diminuant leurs contraintes, peut-être des gardes mieux rémunérées et des équipes plus nombreuses, et former des équipes médicales interhospitalières au sein de nos EHT, autour de plateaux techniques innovants, modernes, pour pouvoir les garder. Je pense notamment aux plateaux techniques d'imagerie, notamment le coroscanner et l'IRM cardiaque, qui deviennent un outil indispensable pour les cardiologues. Il faut renforcer avec les CHU d'un côté et le privé de l'autre, avec des postes probablement partagés. Il faut multiplier ces consultations avancées dans les sous-préfectures où les cardiologues sont partis à la retraite, qui étaient souvent des PH mi-temps et qui exerçaient en libéral dans leur cabinet, qui malheureusement ne sont plus remplacés. Et il faut optimiser une meilleure gouvernance, peut-être en médicalisant plus cette gouvernance, qui doit être adaptée selon les besoins et les territoires. Développer un choc numérique en libérant la télémédecine, la téléexpertise, la télésurveillance, avec le passage dans le droit commun du programme ETAP. Bref, il nous faut sauter de nombreux verrous et corriger les insuffisances, dire à nos jeunes, et en particulier à Walid Amara, qui sera mon successeur, que les opportunités sont grandes pour sauver l'hôpital. Elles sont dans l'innovation, la recherche, le progrès médical. La présence du président de la Société française de cardiologie, le professeur Leclerc, témoigne de nos ambitions communes avec le CHU. Pour cela, nous avons besoin de plus de considération et de moyens pour faire face à nos responsabilités médicales et sociales. La cardiologie française a un glorieux passé, il faut la préserver, l'améliorer et la développer. Tout ou presque a été réuni dans ce document de 245 pages avec 25 solutions.
et je remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé. Je dis à tous et à toutes que la cardiologie hospitalière ne veut pas et ne doit pas connaître les difficultés que traversent actuellement les pédiatres et les psychiatres. Nous lançons donc, Monsieur le Ministre, devant la communauté cardiologie unie et réunie, ce cri évidemment du cœur. Aidez-nous, vous ne serez pas déçus. Nous savons faire face à des situations critiques, comme pour sauver les patients en souffrance avec nos collègues urgentistes. Monsieur le Président, cher Dr Franck Albert, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait plaisir de se retrouver avec une assemblée de confrères prêts à débattre de façon calme et de façon constructive. J'en ai plus trop l'habitude actuellement, ce qui perturbe un petit peu mon fonctionnement intellectuel. Et puis, très heureux bien sûr d'être avec des cardiologues des hôpitaux publics, cardiologues que j'ai fréquentés très souvent, puisque vous avez fait part de la proximité entre les cardiologues et les urgentistes. D'ailleurs, je dois vous avouer quelque chose, si je suis à cette place aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à mon ami Khalifé, qui m'a fait sortir de ma campagne meusienne pour venir au magnifique CHR de Metz-Thionville et ainsi ouvrir les portes du territoire national. Vous le savez, j'accorde une importance toute particulière aux cardiologues hospitaliers. C'est pour ça que je tenais à être présent à votre 28e congrès. Ce congrès qui, depuis 38 ans, avec votre collège, joue un rôle essentiel, celui de valoriser, d'améliorer l'exercice de la cardiologie hospitalière en France, d'intéresser, d'informer nos jeunes cardiologues pour les amener vers cet hôpital public, vers ce magnifique outil qu'est l'hôpital public, non seulement y amener les meilleurs, mais aussi tout faire pour qu'ils puissent y rester. Vous êtes cardiologue hospitalier, les acteurs essentiels du maillage du territoire de santé, vous êtes une part indispensable de la refondation du système de santé que j'ai commencé à entreprendre. Alors, je suis venu aussi justement pour vous partager un petit peu ma vision des priorités, des chantiers dans le cadre de la cardiologie hospitalière, chantier qui s'intègre bien entendu à la feuille de route qui m'a été faite par la Première ministre. J'ai pris connaissance de votre livre blanc, qui présente des pistes très intéressantes, je reviendrai sur certaines. Alors, la cardiologie, de toute évidence, va encore prendre de l'ampleur dans notre pays avec un enjeu majeur qui est l'enjeu de la prévention. Vous savez que j'en ai fait une priorité de ce ministère qui, pour la première fois, s'appelle maintenant ministère de la Santé et de la Prévention. Plus que jamais, les maladies cardiovasculaires sont au premier plan des enjeux de santé publique de notre pays, du fait de l'allongement de la durée de vie, du fait surtout de notre mode de vie. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que nous sommes en novembre. Les cardiologues savent parfaitement que c'est le mois sans tabac, facteur de risque majeur des problèmes cardiovasculaires. J'en sais un peu quelque chose. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les femmes maintenant. Ces maladies cardiovasculaires représentent, si on veut être très pragmatique, un coût de 30 milliards d'euros pour l'assurance maladie tous les ans. Toute cette situation, le nombre important de patients, votre investissement, le coût de ces pathologies fait que la cardiologie est essentielle dans notre politique de santé. Accent sur la prévention. C'est essentiel pour sensibiliser le plus grand nombre de Français au danger de toutes ces maladies cardiovasculaires, aux moyens de s'en prémunir. Nous sommes en retard en France très clairement sur la prévention, vous le savez. Cette démarche doit commencer très jeune, normalement, essentiellement, et j'en fais là aussi un combat important, par l'activité physique, l'activité sportive, le plus tôt possible. Pourtant, moins de 10% des Français de 15 ans respectent ces recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière. Dans cette perspective, le virage préventif de notre système de santé que je porte pour faire changer notre société vers quelque chose de plus préventif s'associe à la démarche sport-santé que vous connaissez bien, et d'ailleurs avec la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, nous avons lancé une mission spécifique sur cette problématique de sport-santé
et de prévention par le sport. On souhaite que la prévention devienne une approche positive, voire même ludique, et non plus s'appuyer sur une prévention punitive qui cherche à culpabiliser nos concitoyens. Je compte bien sûr sur vous, mais je sais que vous le faites déjà, pour porter ces messages importants de prévention. La cardiologie, c'est aussi une course de fond pour assurer la réponse aux besoins sur tout le territoire national. Les délais de consultation, vous le savez, comme moi, sont encore trop longs. 50 jours en moyenne d'après l'adresse. La cardiologie, et vous savez autant que moi, bien entendu, combien elle est essentielle, fait partie des spécialités qui sont concernées par ces délais les plus longs, avec l'ophtalmologie et la dermatologie. C'est aussi un problème structurel de réponse sur la problématique globale de santé sur nos territoires. C'est notamment le rôle du Conseil national de la refondation, avec sa partie santé, Conseil national voulu par le président de la République, de proposer des solutions à long terme en réponse à ces défis un peu structurels. Ce Conseil national de la refondation a été lancé le 3 octobre dernier. J'étais au Mans pour lancer cette démarche. La volonté est d'y associer toutes les parties prenantes, 3 principales, bien entendu, face à ces problèmes d'inégalité d'accès à la santé, les professionnels de santé que vous êtes, les citoyens et les élus, puisque chacun a une part de la solution. Je n'ai aucun doute que vous n'hésiterez pas à prendre part à ces débats au niveau de chaque territoire pour apporter la parole des cardiologues. Nous avons quand même commencé à agir pour renforcer un petit peu les effectifs de nos professionnels de santé. La cardiologie est, je crois, la 4e spécialité la plus prisée à l'issue des épreuves classantes nationales. Pour autant, les tensions sur les effectifs, et vous le vivez tous les jours dans vos services, restent importantes. Cette augmentation des effectifs générale ne suit pas l'augmentation des besoins, toute l'importance des propositions que vous faites dans votre livre. Alors, sur l'ensemble du système, je vais revenir juste rapidement sur ce fameux numerus clausus qui a été supprimé par le gouvernement précédent pour devenir un numerus apertus. Malgré ce que j'entends, trop souvent, c'est quand même 13% d'étudiants en médecine en plus dans nos facultés et ça va continuer à augmenter. Nous formons aujourd'hui à peu près 10 000 étudiants en médecine par an. C'était 3 fois moins il y a 30 ans. On voit quand même la progression importante et qui va continuer. La télémédecine, autre outil essentiel, et vous en parlez, pour aboutir à un maillage plus efficace du territoire. 1,2 million de téléconsultations, c'est le chiffre réalisé l'année dernière. Vous y êtes bien sûr entièrement partie prenante. Vous êtes concerné, comme vous le dites bien, par cette télémédecine. Alors, je voudrais vous inciter, excusez-moi, à mobiliser tous les leviers qui vous paraissent utiles pour continuer à développer cette télémédecine dans une logique un peu de boîte à outils et pour assurer la permanence des soins à l'échelle de chaque territoire dans les meilleures conditions possibles. Vous m'avez déjà entendu parler de ce partage de la permanence des soins entre les hospitaliers et les libéraux. Il est anormal que cette permanence des soins repose quasiment exclusivement sur l'hôpital public dans toutes les spécialités. Nous ne pouvons plus, et nos jeunes collègues n'acceptent plus cette contrainte un petit peu hors norme. Alors, comment améliorer la situation? Quel levier? Bien sûr, la participation à des maisons de santé pluriprofessionnelles, le développement de la télésurveillance, j'y reviendrai, le déplacement également possible en consultation avancée. Je sais que beaucoup d'entre vous mettent en place des consultations avancées dans des hôpitaux dits périphériques pour permettre justement de porter cette bonne parole, j'allais dire, en tout cas cette consultation de cardiologie au plus près des besoins des territoires. Et puis, ce principe également d'équipe mobile, tout le travail que vous faites autour des pathologies chroniques, de la prévention, du suivi de l'insuffisance cardiaque en particulier, essentiel et qui continue malheureusement à augmenter. Pour ce qui est des chantiers à plus long terme, l'attractivité de la cardiologie hospitalière figure bien sûr parmi les priorités. D'une façon générale, c'est l'ensemble de l'hôpital et le rôle des praticiens au sein de l'hôpital qu'il faut renforcer. Récemment, vous le savez, j'ai annoncé un soutien financier supplémentaire de 500 millions d'euros pour faire face aux conséquences de la crise Covid pour les hôpitaux. Ils viennent en complément de la même somme que j'avais mis en avant
il y a quelques semaines pour renforcer, entre autres, la notion de permanence des soins et tenir compte de la pénibilité de ce travail de nuit au sein de nos structures. Alors je sais que pour toutes les spécialités, pour la vôtre également, la tentation est souvent forte de délaisser l'hôpital public pour l'exercice libéral. Il est donc de ma responsabilité de travailler aussi sur l'attractivité de cet hôpital public. Alors, comment faire pour améliorer cette attractivité? Premièrement, les postes partagés entre les CHU et les centres hospitaliers sont un formidable outil d'attractivité pour le métier de cardiologue hospitalier, tout comme les postes universitaires territoriaux qui vont être amenés à se développer. Deuxièmement, le travail de nuit, je vous l'ai dit, doit être mieux valorisé par la rémunération, bien sûr, des gardes et des astreintes, meilleure intégration des personnels de nuit dans les projets de service pour redonner du sens à ce travail, et puis cette réflexion sur des permanences de soins à l'échelle de territoire pour en partager la pénibilité. Troisièmement, le déploiement des infirmiers en pratique avancée, qui doit être fortement encouragé, ainsi que les protocoles de coopération en cardiologie. Cela permet non seulement de proposer une nouvelle évolution de carrière pour les infirmiers, mais cela permet aussi de dégager du temps médical. Cardiologue, vous pourrez prendre en charge plus de patients, mais surtout gérer les cas les plus importants, les plus complexes. Alors nous devons continuer à travailler sur ce principe d'infirmière en pratique avancée. Je sais que sur le protocole de coopération, vous avez été précurseur, en particulier sur celui qui concerne l'insuffisance cardiaque et qui est un modèle que nous devons suivre. L'insuffisance cardiaque, enjeu de santé publique là aussi majeur, vous le savez, 1,5 million de personnes sont touchées par cette insuffisance cardiaque en France, chiffre qui ne fait qu'augmenter par le vieillissement de la population, mais aussi par les actes que vous êtes amenés à faire, de plus en plus pertinents, de plus en plus précoces. Je sais que nous avons souvent eu des discussions avec Khalife et son équipe sur beaucoup d'infarctus, mais malheureusement, quand on prend les gens en charge un peu trop tard, on crée beaucoup d'insuffisants cardiaques. En tout cas, quel progrès quand même dans la prise en charge de ces syndromes coronariens. L'insuffisance cardiaque est responsable tous les ans de 165 000 hospitalisations et je parlais tout à l'heure de la télésurveillance et de la téléconsultation. C'est un champ qui est entièrement ouvert, que vous avez commencé à défricher et qu'il faut continuer à travailler et faire développer tous les outils sur la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Je terminerai sur un dernier point. Autre priorité au long terme, développer la recherche en cardiologie. Et là encore, vous êtes directement et totalement concernés. La cardiologie est une spécialité complexe qui évolue très vite. On commence à avoir une longue carrière hospitalière et depuis les injections de thrombolytiques jusqu'au coro, la mise en place de stents et plein de choses que vous savez mieux que moi, on peut voir au cours d'une carrière l'évolution de votre spécialité, ce qui est loin d'être le cas pour toutes les spécialités. Donc, la recherche et l'innovation a donc une place essentielle dans votre spécialité. Avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Sylvie Retailleau, nous voulons faire de la France une nation leader en santé d'ici 2030. C'est tout l'objet du plan santé, de la partie santé du plan Investissement France 2030, annoncé par le président de la République. Les moyens sont là, 7,5 milliards d'euros, coordonnée par l'Agence de l'innovation en santé, nouvellement créée. Cette agence qui a pour objectif de combler ce que souvent les chercheurs appellent la vallée de la mort, c'est-à-dire cette jonction entre la recherche fondamentale, la recherche en laboratoire entre guillemets, et sa mise en application réelle dans la vie et au plus près des citoyens. Un volet de déploiement de la recherche clinique est présent dans ce plan bien sûr ambitieux qui nous concerne tous et qui concerne les cardiologues hospitaliers et pas que de l'université, je tiens vraiment à l'insister. L'excellence du soin est tissée par l'excellence de la recherche et réciproquement. Les centres hospitaliers ont un rôle essentiel à jouer en la matière. Vous avez accès à d'autres types de patients que les CHU. Et c'est très important que l'on puisse voir dans l'ensemble de ces travaux de recherche clinique la réalité en face, la diversité des patients dans les cohortes et dans les études. Il est essentiel de pouvoir mener des études en vie réelle sur les médicaments, une fois qu'ils ont été mis sur le marché également. Ça concerne
des patients comorbides avec plusieurs maladies, des personnes âgées, avec tous les enjeux, bien sûr, d'interaction entre les traitements. C'est à vous d'avancer là-dessus, c'est vous qui êtes au premier plan, c'est vous qui êtes partout sur nos territoires, c'est vous qui êtes au contact de ces patients. La recherche en GHT, je vous invite également à vous en saisir, avec les 136 groupements créés, l'élaboration d'une stratégie de groupe, c'est une opportunité formidable pour faire entrer la recherche dans tous les services de cardiologie sur l'ensemble des établissements publics de santé. Voilà très rapidement pour ma vision de l'hôpital et de la cardiologie hospitalière de demain. Une cardiologie centrée sur le patient, investie sur la permanence et la continuité des soins, avec une attractivité renforcée, tournée vers la recherche et l'innovation. C'est essentiel, peu importe les progrès de la médecine, nous ne pourrons jamais laisser le cœur de côté. Paulo Coelho, que vous connaissez tous, écrivait « Personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il veut mieux écouter ce qu'il dit ». Je pense que vous serez d'accord. Votre spécialité est vitale, elle l'est aujourd'hui, elle le sera encore plus demain. Et comme urgentiste, j'ai toujours pu compter sur les cardiologues. Vous, cardiologues hospitaliers, pouvez compter sur moi maintenant. Je vous remercie. Bravo, merci. Bien. Oui. François Braun va remettre le livre blanc. Franck Albert va remettre le livre. Voilà, nous allons poursuivre, après la visite du ministre, nous allons poursuivre... Simon ? Voilà, nous allons poursuivre cette séquence qui est destinée à comprendre et à approfondir les réflexions que vous avez eues, quasiment pendant un an, Simon. 4 ans, vous avez coordonné avec Franck Albert et d'autres cardiologues, vous avez coordonné ce travail qui a été un travail important. Ma première question est, pour aller plus loin et pour bien comprendre, même si chacun et chacune a eu ce livre blanc ou aura l'occasion de parcourir les 250 pages ou 243 pages, je crois, de ce livre blanc, pour quelles raisons vous aviez ressenti la nécessité, 10 ans après votre premier essai, de se relancer dans un travail aussi important, Simon ? Allez-y, ça marche. Ça marche. 1, 2, 3. Oui, effectivement, je pense que nous, au niveau, j'ai été le premier coordinateur du livre blanc et 10 ans après, on a dit que c'était important de refaire un peu le point parce que l'hôpital public, il faut le dire, est en crise. Il est en difficulté, d'attractivité. On a beaucoup donné sur la crise Covid et on a un peu l'impression d'être un peu en burn-out. Voilà, donc on voulait, à part avec ce livre blanc, créer un choc, pas d'attractivité, mais un appel d'air pour faire des propositions pour qu'on puisse continuer à exercer notre métier dans de bonnes conditions. Je dirais un rapport important de l'hôpital public. Hein, je pense que les Français sont très attachés aux valeurs et aux missions de l'hôpital public, c'est-à-dire celui d'accepter tous les patients, quelles que soient leurs conditions de revenus, leurs conditions de pathologie et leurs conditions de 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire. Simon, donc on voulait juste faire l'état des lieux, énoncer les problèmes et proposer des solutions. Est-ce que votre état d'esprit, Simon, je crois que c'est important quand vous aviez commencé avec, je crois, Michel Ancenne notamment à écrire le premier livre blanc il y a une dizaine d'années, est-ce que, à votre avis, d'abord votre état d'esprit et les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, l'hôpital, mais aussi vos services de cardiologie, dans lesquels elles se trouvent, ces conditions, est-ce que ça avait profondément changé? Est-ce que vous l'avez écrit à peu près de la même manière ou avec peut-être une urgence
renouvelée, ou en tout cas en se disant qu'il fallait vraiment reprendre ce dossier et l'avenir de la cardiologie, le présent et l'avenir, vraiment dès le départ? La solution est... L'état des lieux a complètement changé par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes problèmes d'attractivité, de vacances de poste qu'on a actuellement, et on est en pleine crise démographique. Démographie médicale et paramédicale. Dans de nombreux services ou dans de nombreux hôpitaux, on a des lits fermés faute de personnel. C'est plus un problème de budget, c'est un problème de personnel. C'est très variable en fonction des régions, mais notamment sur la région parisienne, il y a un certain nombre de lits fermés alors que parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infirmières pour faire tourner ou de médecins pour faire tourner les services. Et on a peur que cette situation devienne pérenne, qu'elle soit définitive, et que ces fermetures forcées de lits le soient aux dépens de notre avenir. Dans les commentaires, pardon, prenez le micro. Dans les commentaires que l'on peut faire après la visite et l'introduction du ministre François Braun, il y a plusieurs sujets. On va essayer. Oh, ça marche. Géraldine, il a quand même mis l'accent, ce que vous avez sans doute fait, également sur la prévention. Donc la prévention des maladies, des maladies cardiologiques, cardiaques notamment. Et en particulier, il a cité évidemment l'insuffisance cardiaque. C'est quand on est sur le terrain, dans un service, vous êtes à Versailles, c'est également le rôle de l'hôpital et le rôle de service de cardiologie hospitalier? C'est primordial, bien sûr, pour éviter d'engorger les urgences et les services. On sent bien qu'il faut prévenir la maladie. C'est quand même compliqué de mettre en place des parcours cohérents. Je pense qu'il faut s'aider de la ville aussi, c'est fondamental. Nos collègues de ville voient les patients et suivent les patients régulièrement. Il faut pouvoir construire un projet avec les acteurs de la ville, avec des infirmières de pratique avancée quand on nous les laisse les embaucher, parce que c'est pas si facile que ça. Et avec une hospitalisation, des consultations avancées, tout cela pourrait éviter effectivement d'être embolisé à la fois aux urgences et dans nos lits par des patients qui reviennent régulièrement. On est pour l'instant assez mauvais. Les patients sont encore trop souvent réhospitalisés après un épisode de décompensation cardiaque. On sent bien dans ce livre blanc, ce que vous écrivez, qu'il y a notamment une réflexion et peut-être une avancée de ce point de vue sur les coopérations que vous pouvez avoir les uns et les autres avec d'autres formes d'hospitalisation, donc le privé, mais également évidemment la ville, mais également une forme d'interprofessionnalité. Est-ce que je vous ai bien lu? C'est-à-dire vous parlez assez souvent, Simon, comme le fait Géraldine ici, des infirmiers de pratique avancée. C'est vraiment pour vous un engagement? Là aussi, on est dans le paradoxe. Là, on est dans le souhait, effectivement, qu'il y a un certain nombre de tâches maintenant qui peuvent être déléguées à des infirmières de pratique avancée, mais sur la réalité du terrain, elle le disait aussi Géraldine, c'est qu'actuellement, les directeurs d'hôpitaux ne laissent pas les infirmières aller en pratique avancée parce que ils sont obligés de fermer des lits et donc ils disent la priorité, c'est quand même le soin. Et donc là, actuellement, entre le souhait et la réalité du terrain, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas former suffisamment d'infirmières de pratique avancée parce que les infirmières de tout court, il en manque. Voilà, donc je pense qu'il y a une crise de l'attractivité du personnel médical et non médical. Oui, Christophe, pardon, allez-y. Je vous ai coupé. Donc c'est important là-dessus, mais je pense qu'il faut, si on peut un peu, on l'attend peut-être le retour de Franck pour discuter un petit peu de Francis, si tu veux déjà faire une analyse de ce qu'a dit le discours plutôt. Je me permettrai, voilà. Je ne me permettrai pas de faire une analyse de ce qu'a dit le ministre, mais juste peut-être quelques réflexions. Je pense que d'abord, le diagnostic qui ressort de notre livre blanc, il est maintenant partagé par tous, et le ministre le partage visiblement. Les propositions sont des propositions de bon sens qu'on a rassemblées, structurées, mais qui sont quand même des propositions qui, d'une certaine façon,
sont également des propositions qui sont dans l'air du temps depuis quelques années, je dirais. Simplement, on les a structurées, on les a formalisées. Le vrai passage, c'est le passage à l'acte, si je puis dire. C'est le dernier kilomètre, c'est la mise en œuvre. Et là, on peut espérer qu'au-delà du discours du ministre, on ait des solutions concrètes qui nous permettent de mettre en œuvre. La prévention, on en parle depuis que je suis cardiologue, donc ça fait très longtemps. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Après, on peut avoir des solutions. Mais les solutions, elles nécessitent des ressources humaines ou des richesses humaines, je ne sais pas comment le dire. Francis, moi je donne un exemple très concret. Francis, est-ce qu'on peut éclairer la salle pour avoir un dialogue avec voilà, merci beaucoup. Et peut-être avoir un micro, éventuellement, si vous voulez participer à cette conversation. Je pense effectivement que Franck Albert et Christophe Leclerc et les autres vont nous rejoindre. Nous avons 15 minutes de débat. Alors, je donne juste un exemple assez concret de ce qu'on avait mis en place avec Michel Hansen à Agneau pour les infirmières des équipes de soins. On leur a proposé sur la base du volontariat de faire des consultations de prévention. Donc on a organisé des consultations, on les a formées, on leur a donné du matériel pédagogique, si je puis dire, pour qu'elles puissent expliquer, qu'elles puissent intervenir. Et on leur a donné du temps, c'est-à-dire une demi-journée de consultation de prévention, ce qui permet à des infirmières dont vous connaissez la charge et la pénibilité dans les services, de les fidéliser également. Mais tout ça, ça ne peut être mis en place que si on arrive à dégager un minimum de temps, donc on ait des ressources suffisantes. À partir du moment où on n'a plus assez d'infirmières pour travailler avec nous, les IPA qui sont une très très bonne formule, ou des infirmières spécialisées, on se heurte à ce problème de démographie. Et je pense que la clé actuellement, c'est quand même le problème de la démographie. Ce n'est ni l'argent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent mis dans l'hôpital public, on est un des pays qui mettons le plus d'argent dans l'hôpital, c'est pas les idées, c'est pas le matériel, c'est vraiment le problème de la démographie. Et c'est un problème qui ne se règle pas sans doute par un coup de baguette magique, mais c'est quand même la priorité des priorités qu'il faut absolument prendre en compte. Voilà. Pas que ce soit un dialogue uniquement sur les... Géraldine. Juste une remarque sur les infirmières de pratique avancée. Je pense qu'une infirmière qui a décidé de se former à autre chose, si on la bloque dans le soin, finalement elle partira. Donc finalement on est gagnant-gagnant quand on dit si l'infirmière ne souhaite plus être dans le soin et qu'elle veut faire de la pratique avancée, il vaut mieux la garder en pratique avancée que plutôt qu'elle ne parte finalement faire autre chose. Donc en disant on va forcer les gens à rester dans le soin parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, c'est finalement une mauvaise pensée. Enfin, je pense qu'on n'y arrivera pas. Oui, on peut considérer quand même que c'est une nouvelle profession qui existe depuis 2018, c'est-à-dire dans le fond moins de quelques courtes années. Donc on peut peut-être imaginer qu'il y aura une montée en puissance et une meilleure peut-être adaptation de ce à quoi elle se forme, non? Enfin, on peut être peut-être positif pour une fois. Et encore faut-il les valoriser. Encore faut-il les valoriser. Dans ce livre blanc, vous passez quand même pas mal de temps, presque chapitre par chapitre, à dire vos forces, vos faiblesses, vos objectifs. Peut-être c'était ça le sens de la démarche. Quels sont, à la fois, pour être positif, les avantages que vous représentez dans la prise en charge globale des malades en cardiologie et évidemment la prise de conscience de vos propres difficultés. Franck ? Oui, globalement, je crois les forces et les faiblesses. Ce livre blanc, effectivement, c'est un gros travail. Il y a une quinzaine de thématiques. Il y a effectivement des référents de groupes qui sont beaucoup investis, des groupes paramédicaux aussi avec des soignants, parce que le problème, c'est vraiment un problème médical et soignant pour l'enjeu de l'hôpital. L'hôpital public a beaucoup de force. On a un maillage territorial important dans nos structures. On gère effectivement, on est souvent l'hôpital de référence. Le CNCH, comme vous le savez, c'est le premier acteur pour la prise en charge syndrome coronarien aigu. C'est le premier acte. 70% des urgences cardiologiques sont pris en charge par le CNCH.
Et si on s'allie avec le CHU, c'est 90% des urgences cardiologiques prises en charge par le CNCH. Et à côté de ça, on a des délais de consultation, effectivement, qui s'allongent, qui sont parfois de 1 an dans certains territoires. Moi, dans ma région, pour voir le rythmologue, c'est 1 an de délai d'attente. Donc c'est vrai que ce n'est pas acceptable, parce qu'on sait que c'est important. Alors pour lutter contre la démographie médicale et l'attractivité, alors qu'on a des forces et des opportunités, actuellement, je pense, avec ce fameux Conseil national de la refondation, il faut effectivement qu'on crée de l'attractivité. Moi, je crois beaucoup à ces nouveaux métiers d'infirmière. Et je pense effectivement qu'il faut créer des postes qui soient dédiés. C'est-à-dire qu'effectivement, comme me disait Géraldine, on ne peut pas laisser des infirmières qui sont à mi-temps ou à quart-temps pour s'occuper d'éducation thérapeutique ou s'occuper de consultation et en même temps les mettre dans des soins pour boucher les trous quand il y a des difficultés. Il faut que ce soit vraiment des nouveaux métiers avec des infirmières l'idéal, c'est qu'elles aient déjà une expérience en cardiologie et qu'elles puissent évoluer aussi dans leur parcours professionnel avec une certaine valorisation, avec beaucoup d'opportunités en cardiologie. On a des infirmières qui ont passé le DU d'insuffisance cardiaque, donc qui vont rapidement démarrer des consultations par délégation de tâches avec des protocoles de titration, prise en charge des malades, qui vont gérer les alertes de la télésurveillance. On a des infirmières qui vont surveiller nos malades pour la télésurveillance, insuffisance cardiaque et pacemaker, qui vont voir bientôt les patients aussi pour les contrôles de pacemaker, tout ça par délégation de tâches des rythmologues. Donc ça va soulager du temps, on va dire, aux cardiologues, et ça aidera les cardiologues à raccourcir leur délai de consultation pour des nouveaux patients. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place assez vite, parce que augmenter le nombre de DES en cardiologie, le CNP a fait un document où on augmentait de 30 DES par an, et globalement, il faut 13 ans pour former un cardiologue. Donc ce n'est pas demain, alors qu'actuellement, vous avez 180 cardiologues qui partent à la retraite et 220 cardiologues qui partent à la retraite et 185 qui arrivent. Donc vous avez déjà un delta d'une trentaine de cardiologues par an, ce qui veut dire qu'on va vraiment avoir un trou en 2030 avec des difficultés encore plus importantes que celles qu'on connaît actuellement. Moi, je reçois beaucoup de coups de téléphone de chefs de service, des soins intensifs qui disent « Mais Franck, je ne peux plus tourner, on n'est plus que 4, on n'y arrive pas ». Et du coup, ça entraîne des fermetures d'unités de soins intensifs. Heureusement, il y a un nouveau décret qui est paru cette année, qui donnera de la souplesse, on va dire, pour des unités de soins intensifs sans plateau technique interventionnel et leur permettre de fonctionner avec une astreinte pour garder quand même l'unité de soins intensifs, mais sans avoir besoin de cardiologue sur place à partir du moment où vous avez un médecin urgentiste ou un réanimateur qui est dans la maison, si j'ose dire. Donc ça, c'est des choses qui nous paraissent positives, parce qu'il y a des unités de soins intensifs par territoire qui rendent service, et les hôpitaux plus importants avec la Coro ne peuvent pas prendre en charge tous les malades. On a besoin de ces unités de soins intensifs pour gérer l'insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, l'embolie pulmonaire, plein de pathologies, et donc ça nous paraît important. Je ne vais pas parler pendant... Non, mais dans votre livre blanc... Alors, dialoguez avec nous, si vous le voulez. Simon me rappelle qu'il aimerait dialoguer avec vous, mais il faut encore que vous leviez la main et que nous... Voilà, il y a une... Très bien, merci. On va vous donner un micro. Vous parlez beaucoup, Franck et les autres, vous parlez beaucoup de gradation des soins dans votre... Vous voulez dire peut-être un mot dans les territoires, notamment, c'est une des propositions, à partir des constats que vous faites, des propositions de gradation dans les territoires. Un mot, et puis on prend la question. Moi, je crois que c'est une piste vraiment importante et il faut effectivement militer pour ça dans vos régions, dans votre territoire. Les groupements hospitaliers de territoire, il y en a 134 en France. Il y a des GHT qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ont du mal à fonctionner, surtout quand il y a un CHU dedans, qui est parfois un peu hégémonique, si j'ose dire. Mais sinon, je trouve que la réforme est positive parce que ça crée un vrai maillage territorial. Et donc, les CH qui sont les plus gros doivent effectivement piloter ces GHT pour organiser une prise en charge territoriale et organiser une filière médicale interhospitalière, une filière cardiologique départementale dans votre territoire en développant les consultations avancées. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « oui, mais on n'a pas les moyens ». Mais en fait, c'est vrai qu'au début, pour que la mayonnaise prenne, si j'en veux dire, il faut apprendre à se déshabiller un petit peu pour libérer du temps médical, pour que ses collègues aillent effectivement dans les hôpitaux de proximité pour faire de la consultation, de l'échographie de débrouillage ou quelques épreuves d'effort éventuellement. Ils vont comme ça trier les malades qui vont pouvoir être vus, parce que si on ne voit pas ces malades, ils iront dans les cliniques privées. On a vu ça avec les chirurgiens. Les chirurgiens dans nos hôpitaux ne voulaient pas se déplacer. Par contre, les chirurgiens des cliniques privées sont tous venus effectivement voir les malades et ils ont ramené les malades dans leur clinique.
Franck, on va prendre la question de notre... Oui, alors moi je voulais intervenir au niveau des paramédicaux. Donc j'ai bien entendu que vous vouliez promouvoir les infirmières de pratique avancée. Néanmoins, ce n'est pas qu'un problème de ressources humaines. Certes, il est très important, mais c'est aussi un problème de financier. Tout simplement, l'hôpital public ne veut pas payer de master. Ça coûte très très cher. C'est 2 ans d'études. Ça monopolise une infirmière sur des études pendant 2 ans pour un coût très élevé. Donc, moi, je suis très perplexe sur l'avenir des infirmières de pratique avancée. Cela dit, l'IGAS avait bien aussi précisé sur le rapport de l'année dernière qu'il voulait que l'on réfléchisse sur aussi actuellement, nous avons des infirmières de pratique avancée cliniciennes, mais qu'il fallait aussi réfléchir sur des infirmières de pratique avancée praticiennes, de façon à mettre en avant le travail expert d'une infirmière au sein d'un service de cardiologie, notamment en cardiologie interventionnelle. Moi, je prêche pour ma paroisse, puisque je travaille en cardiologie interventionnelle. Les pathologies deviennent de plus en plus complexes, les machines deviennent de plus en plus complexes, les actes deviennent de plus en plus difficiles, mais nous, notre décret n'a absolument pas suivi. Alors, je ne sais pas si on reste peut-être sur les IPA. Est-ce que vous pensez, Francis, qu'il y a vraiment, je vais vous prendre, franchement, une vraie volonté de développement de cette nouvelle mission infirmière ou dans le fond, on le dit dans les tribunes, parce que c'est une solution, mais on ne met pas les moyens suffisants. Un mot et on prend une question de la salle. Si. Moi, je suis persuadé que c'est une... Je suis plus optimiste que vous, parce que je pense qu'on va y aller, et que c'est une réalité. Alors, effectivement, après, il y a le poids du système, il y a le poids des lobbies, il y a le poids de... moi, c'est vrai que... Et le problème, c'est de saucissonner, mais pas trop quand même. Donc, il faut arriver à savoir... mais c'est vrai qu'une infirmière de cardio-interventionnelle, elle a une spécificité, elle a une technicité, elle a qui est irremplaçable, enfin, et qu'il faut reconnaître. Voilà. C'est un problème de reconnaissance. Voilà, question. Je vais apporter des précisions à ça. Parlez près du micro. Je fais de la rythmologie interventionnelle et en fait ça concerne tout le secteur interventionnel. Pour vous donner une idée, la Société française de cardiologie a mené une enquête en 2019 qui concerne la rythmologie interventionnelle et plus particulièrement l'exercice des auxiliaires médicaux. Elle a mis en évidence que 62% des auxiliaires médicaux estimaient exercer en dehors du cadre juridique, que 93% d'entre eux pensaient qu'une formation complémentaire était nécessaire et qu'un tiers des auxiliaires médicaux et 8 rythmologues sur 10 pensaient que le manque de formation de leurs auxiliaires médicaux avait un impact sur les interventions. Il y a également une volonté globale d'élargir les compétences. Donc il faut prendre en considération tous ces éléments-là et aller plus loin. Parce que ça aura un impact sur la qualité des soins, sur la sécurité du patient, sur la réglementation, il faut travailler là-dessus parce qu'on n'exerce pas dans les clous. Je pense qu'autour de la table, on en est tous persuadés. Hein. On est tous persuadés. On en a discuté. Mais malheureusement, on n'en entend pas parler. Alors, ça ne figure pas dans le livre blanc, je suis désolée. Il n'y a aucun mot sur les auxiliaires médicaux dans le secteur interventionnel, que ce soit sur la cardiologie interventionnelle comme la rythmologie. Réponse peut-être oui. Non mais effectivement, quand on prend effectivement les délégations de compétences, multiplier les délégations de compétences, ça inclut dans notre sens effectivement les infirmières qui travaillent dans les blocs de cardio. On en a discuté au niveau du CNP de cardio, il y a une volonté effectivement de la profession de reconnaître la spécificité des infirmières qui travaillent dans des blocs de cardio interventionnel, des blocs de rythme interventionnel, voire éventuellement les infirmières en non-invasive qui travaillent peut-être éventuellement, c'est une question, qui sont sur lequel qui font des débrouillages d'écho, qui travaillent maintenant ce qu'on appelle des sonographeurs qui avancent sur l'écho. Alors, on peut effectivement imaginer un peu comme les IAD, les IBOD, d'avoir des IBOD cardio ou des IAD de cardio là-dessus. Alors, ce qui bloquait essentiellement, c'était les directions de soins. Ce qu'on nous a expliqué, c'était les ministères qui ne voulaient pas créer une surspécialité, parce qu'à partir du moment où on crée une surspécialité, c'est bien défini, il faut une formation qui soit régulière, qui soit qualifiante, un peu comme les IA, les IBOD. Et actuellement, effectivement, on a cette problématique, des fois des
des établissements ou des tutelles ou des directions de soins qui bloquent un petit peu. On va prendre 2 questions, vous, madame, et vous. Mais cela dit, la réflexion que vous faites est pertinente. Il faudrait... Oui, on l'a eu au CNP de cardiologie. Oui. On pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Alors, 2 questions, et puis on terminera la session, puisque c'est à 9 h. Allez-y. Oui, très rapidement. Sur le plan pratico-pratique, quand je vais rentrer dans mon centre, parce que les IPA ne sont pas encore sur le terrain, on a des protocoles de coopération et il faut déjà travailler avec les infirmières. Alors j'entends la valorisation nécessaire et ça se fera dans la durée, mais là, de façon très très proche, il y a des protocoles de coopération qui sont à mettre en place sur le terrain pour pouvoir faire participer les soignants à notre activité. D'accord, c'est plutôt un commentaire. Madame, prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour. Parlez très fort parce qu'on... Je disais bonjour, je suis cardiologue, seul praticien hospitalier, temps plein dans un service qui a une USIC sans plateau technique, dans un GHT qui n'a pas de plateau technique, en Haute-Marne. Simplement, j'ai parcouru le livre blanc. Je vois qu'on prévoit de supprimer la garde sur place en USIC. Pour nous, ça veut dire la fermeture de notre service. J'ai des assistants ou des docteurs juniors du CHU qui viennent prendre une garde, qui nous soulagent un peu pour la permanence des soins. Si la garde disparaît, ils ne viendront pas pour une astreinte. La charge de travail pendant la garde ou la permanence de nuit ne changera pas, que ça s'appelle une astreinte ou une garde. Il y a une réanimation à côté de notre service. À 3 h du matin, ils ont une entrée, ils veulent une échographie cardiaque, ils appellent le cardiologue. Nos collègues urgentistes actuellement sont en train de se noyer sous l'afflux de patients aux urgences. Un patient qui arrive à midi aux urgences, on appelle le cardiologue à minuit, 1 h du matin. Évidemment pas pour les CA, ceux-là ils passent en avant, mais les insuffisances cardiaques, les troubles du rythme. Donc on travaille quasiment non-stop la nuit. Je ne vois vraiment pas en quoi on va gagner en passant en astreinte à la place de la garde, si ce n'est à décourager et à fermer certains services. Alors, ça, ce n'est pas le travail du livre blanc, madame. C'est un décret qui a été publié. Ça ne rentre pas dans le livre blanc. En fait, on est obligé de s'adapter à ce qu'a décidé la DGES. Et la DGES avait organisé un travail depuis maintenant 2 ans et demi avec effectivement les urgentistes, les médecins des soins critiques, avec un lobbying important des médecins des soins critiques qui voulaient récupérer les unités de soins intensifs à la suite de la pandémie Covid. Puisque effectivement beaucoup d'USIC ont été transformés en réanimation pendant le Covid. Et c'est vrai qu'ils ont bénéficié effectivement de cette période sanitaire pour... voilà. Après, je comprends ce que vous dites, mais il y a aussi les mêmes collègues que vous qui vous disent « Nous, avec 2 cardiologues, on ne peut pas assurer la garde parce que j'ai plus de mercenaires, si j'ose dire, pour faire la garde de cardiologie dans mon unité de soins intensifs et que je préférais que ça passe en astreinte. » Alors c'est vrai que si on est pessimiste, c'est votre discours, transformer la garde sur place en une astreinte, c'est la fermeture de l'USIC. Je pense que c'est des négociations à avoir au niveau de chaque territoire, au niveau local. Moi, je crois qu'il y a encore des unités de soins intensifs. Je peux donner l'exemple proche qui est à Rambouillet. Bon, ça s'appellera peut-être une unité intensive de cardiologie. Bon, ils sont en train d'avoir un nouveau nom, USIP. Bon, avec effectivement, on a besoin de cardiologues de toute façon, mais il y en a beaucoup qui me disent je préfère quand même être à la maison. Bon, l'échographie à 3 h du matin, revenir pour une écho à 3 h du matin, je pense qu'il y a des choses qui pourront être négociées. Beaucoup, maintenant, les nouveaux médecins des soins critiques, ils viennent d'ailleurs internes dans nos services, et ils se forment tous à l'échographie. Donc on peut imaginer que dans 10 ans, peut-être, les nouveaux médecins des soins critiques sauront faire l'écho de débrouillage à 3 h du matin sans avoir besoin du cardiologue. Moi, c'est ce que je crois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un delta entre les nouvelles formations. Il y a un nouveau DES MIR, médecin intensif réanimation. Nous, on a régulièrement des médecins MIR en 7e semestre qui viennent à Chartres. On les forme à l'écho. Ils vous appelleront plus à 3 h du matin, ceux-là. Donc, je pense qu'il faut du temps au temps, comme on dit. Un mot de conclusion à qualifier. On doit terminer cette session. On nous le signale. Oui. Et la conclusion est simple. Le médecin élu et président d'un conseil de surveillance d'un hôpital, je pense qu'il faut que l'ensemble, ma devise a toujours été simple, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser à notre charge, bien sûr, mais on est là pour faire des propositions aussi à nos ministres, à nos tutelles, et je pense que, comme ça a été dit tout à l'heure, la cardiologie a beaucoup évolué
Et tout ce qu'on a dans nos services, c'est un long combat qu'il faut maintenir en permanence. Voilà ce que je dirais. Merci. Je n'en dirai pas plus. On vous applaudit. Merci. Il faut stopper.